Bonjour Monsieur Pasco. Alors, merci beaucoup pour votre intervention auprès de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Houry. Et j'aimerais rebondir sur une discussion qu'on a eue juste à la fin de votre conférence, qui concerne notamment le projet Starlink d'Elon Musk. Dans une interview qu'il a donnée en 2019, il prévoyait 42 000 satellites en orbite pour créer un réseau dit de cloud global. Et j'aimerais avoir votre avis sur, étant donné que le civil et le militaire ont toujours été extrêmement en lien dans l'espace, est-ce qu'il n'y aurait pas de risque stratégique pour les pays non américains dans les années à venir ? Alors, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ce programme Starlink, donc, qui prévoit plusieurs dizaines de milliers de satellites en orbite, est un programme américain, essentiellement, effectivement. Et on voit qu'il y a la volonté d'utiliser éventuellement ces satellites, par exemple, pour porter d'autres types de charges utiles, ce qu'on appelle, on peut imaginer, par exemple, des capteurs optiques qui vont permettre de faire des images, etc. Donc il y a l'idée, notamment pour le Pentagone, en l'occurrence, d'utiliser, de tester en tout cas on va dire l'utilisation de ces satellites pour porter d'autres types de charges utiles, donc pour augmenter ses propres usages. Après, Starlink, c'est un programme commercial, et donc son but principal, c'est de capter la clientèle, je dirais, la plus large possible au plan mondial. Alors, vous avez des systèmes qui sont un tout petit peu concurrents, alors qui ne sont pas exactement dans la même gamme d'activités, mais vous avez par exemple OneWeb, qui est quelque chose qui a été lancé, j'allais dire, initialisé par l'Europe, et qui aujourd'hui est propriété du gouvernement britannique, qui vise aussi à mettre en place une constellation, alors beaucoup moins grande, mais qui va aussi transmettre de l'Internet, etc. Et puis vous avez d'autres projets de constellation, aujourd'hui on en voit beaucoup, la Chine y compris a le sien. Et donc, on voit bien qu'effectivement, il y a quand même le besoin, sans doute, d'avoir, dans ces domaines-là, pour, j'allais dire, assurer l'intégrité de l'information, pour avoir une maîtrise, en réalité, technique sur cette transmission d'information, d'avoir, pour l'Europe, par exemple, un programme qui lui soit propre. Alors ça, c'est le projet aujourd'hui qui est proposé à ce stade par la Commission européenne, par le commissaire Thierry Breton, de connectivité par satellite hautement sécurisée, qui pourrait être utilisée notamment par les gouvernements pour des missions, on va dire, un peu sensibles, gouvernementales. Donc pour rebondir justement sur ce que vous aviez dit, aujourd'hui, quels sont les moyens d'augmenter les capacités de l'Union européenne au sein de la Commission européenne, mais aussi au sein de l'ASE, et est-ce que la présidence française de l'Union européenne peut avoir un rôle dans cette action ? Je pense qu'il faut d'abord, j'allais dire, poursuivre l'effort de conviction des États membres de l'Union européenne, de l'importance de se doter d'un certain nombre de moyens de capacité minimale. C'est le cas aussi pour les télécommunications, on le voit aujourd'hui. Alors, cette histoire, elle a quand même été couronnée de succès à différentes reprises. On a par exemple l'exemple de Galileo, qui est un programme de l'Union européenne et qui est un programme stratégique pour les États membres de l'Union européenne qui ont leur propre, je dirais, infrastructure, à la fois de localisation, de datation, etc. précise. Copernicus est un autre exemple où on a une Europe qui est très en pointe dans l'assurance de l'environnement de la Terre, voire même dans l'observation de la Terre, dans le domaine radar, etc., qui peuvent apporter des informations en termes de surveillance de l'environnement, mais aussi en termes de sécurité. Donc on imagine qu'il peut y avoir le même élan pour un programme de connectivité. Alors maintenant, effectivement, il faut trouver, j'allais dire, et c'est sans doute la présidence française, mais pas seulement les présidences qui vont suivre, l'enjeu, ça va être de raconter un peu l'histoire de ce programme, de l'inscrire dans un objectif politique de fond. Et ça, moi, je crois beaucoup à la nécessité de connecter le projet technologique dont on parle, et avec l'excellence européenne qui peut vraiment le faire aboutir, à une histoire politique. On doit pouvoir, par exemple, pour les grands programmes stratégiques européens, que ce soit le système de combat aérien futur, que ce soit d'autres systèmes de combat hyper connectés, eh bien, utiliser ce type de système, peut-être, pour utiliser des ressources cloud, pour faire de la connectivité mondiale. L'Europe, c'est un acteur, et certains de ses États membres sont des acteurs internationaux sur la scène mondiale, dans le domaine militaire, mais pas seulement. Et donc, si on a cette ambition, on doit se donner les moyens d'avoir une infrastructure qui soutient ces programmes. Donc ça, c'est une histoire qui reste encore à bâtir, et ce n'est pas le plus simple. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pasco,
Vous êtes intervenu récemment sur le télescope spatial James Webb et son lancement le 25 décembre 2021. Il est arrivé à destination. C'est un grand travail de collaboration entre l'Europe, les États-Unis. Quel est votre regard de chercheurs, notamment sur les enjeux stratégiques européo-américains, sur cette nouveauté? Le télescope James Webb, alors là, on est dans le cas idéal où l'Europe a fourni un maillon essentiel à la réussite du programme, qui était le lancement. Non seulement a fourni un lancement tout à fait réussi, mais en plus, il est tellement réussi qu'en fait, ce télescope James Webb va avoir une durée de vie allongée parce que la précision de mise en orbite et la précision après des quelques manœuvres qui étaient nécessaires à sa trajectoire ont été réalisées avec un très grand niveau de réussite. Tant et si bien que le télescope a utilisé très peu d'ergols, de combustible à bord pour corriger sa trajectoire, ce qui fait qu'il va pouvoir utiliser cet ergol pour rester un petit peu plus longtemps en activité. Alors, c'est à double titre une prouesse européenne intéressante parce que d'abord, ça donne un état quand même de la compétence industrielle et technologique européenne. Et personne n'en doutait, mais en fait, le fait de le démontrer, c'est quand même important, surtout sur ce programme qui a coûté quand même beaucoup de milliards de dollars sur beaucoup de dizaines d'années. Et puis aussi, ça rappelle que l'Europe, elle est au premier plan de la science spatiale. Sur James Webb, il y a, je crois, un instrument et demi qui est réalisé par l'Europe. Et ça, c'est essentiel. Donc, à la fois, on met à poste le télescope et on a contribué très fortement à ces instruments scientifiques. Et là, on est vraiment en plein dans l'histoire européenne de construction sur la base d'une excellence commune qui apporte à l'humanité, qui fait de l'Europe un acteur international important. Donc moi, je pense que c'est vraiment quelque chose, c'était une réalisation majeure pour l'Europe. En rebondissant sur l'Europe, vous coordonnez des projets de recherche sur le Space Traffic Management dans le cadre de Spaceways, qui a démarré en janvier 2021. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que ça représente? Alors, l'idée générale, c'est qu'effectivement, pour l'Europe aujourd'hui, elle se rend bien compte que les discussions qui vont avoir lieu pour la coexistence dans l'espace, au moment où on va y multiplier les objets et on va devoir définir des règles de coexistence, l'Europe ne peut pas être absente de ces débats. Donc à partir de là, elle a besoin de comprendre comment, à la fois du point de vue de ses capacités à agir, c'est-à-dire notamment de ses capacités à surveiller l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'on a un peu un déficit sur ces questions-là. Et de ses capacités à en tirer finalement, de sa capacité à tirer de ses moyens la possibilité d'imposer finalement des règles et de concevoir des règles qu'elle pourra imposer au niveau international, ou tout au moins suggérer au niveau international, elle sent bien que c'est là où elle doit agir en tant qu'Union européenne. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'opposer ce que va faire l'Union européenne à ce que font les États membres, mais il y a une répartition des rôles à trouver. Ça, c'est un enjeu très, très important de ces projets-là. Il y a d'abord une compréhension technique à affirmer sur quels seront les besoins en matière de surveillance de l'espace, en matière de précision de manœuvre, etc. Ça, ce n'est pas acquis aujourd'hui, et l'industrie a besoin de se rassembler pour en discuter, les centres de recherche et les agences spatiales. Et puis ensuite, comment on transforme ça en standards, en normes qu'on va essayer de promouvoir au plan international. Donc ça, c'est tout l'enjeu de programmes comme Spaceways aujourd'hui, qui sont effectivement, vous l'avez rappelé, des programmes de la Commission européenne, dans ce qu'on appelle le programme cadre de recherche et développement Horizon 2020 en l'occurrence, et qui va normalement donner ses conclusions en juin 2022. Voilà, après un travail très intense d'une équipe à peu près de 18 partenaires, dont l'essentiel de l'industrie spatiale européenne. D'accord. Et j'aurais une petite dernière question par rapport à ça. Vous avez parlé du fait que nous avions la technologie en Europe, mais pas les moyens. Est-ce que vous pensez, quels sont pour vous les ingrédients qui seraient nécessaires à justement développer une sorte d'autonomie spatiale, ne pas dépendre des États-Unis pour faire face, par exemple, à la Russie ou à la Chine? Un vaste programme, j'allais dire. On a effectivement ces compétences. Je crois que l'essentiel pour aller vite, c'est de se mettre d'accord sur une vision de ce que nous voulons être en 2030, en 2040, dans l'espace, dans les différents grands domaines qu'on peut évoquer, exploration, utilisation de l'espace à des fins terrestres, infrastructures, et puis défense, on va dire, aspect de défense et de sécurité.
Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord sur la vision politique, sur une vision politique commune, ce sera un peu compliqué. Tout ça, évidemment, implique d'avoir un regard sur l'identité européenne, un regard commun, et on vient de différents horizons, j'allais dire, et ensuite de répartir un petit peu les responsabilités des uns et des autres. C'est ce qui se fait en réalité depuis des années, mais à petite vitesse. On espère que, d'une certaine manière, l'urgence est un peu plus grande qu'avant, compte tenu de ce qu'on voit un peu à l'extérieur. Donc ça, c'est en train, je pense, quand même, d'amener les Européens à réfléchir de manière un petit peu plus active. D'accord. Merci, M. Paxco, pour votre intervention. Merci.